Bonjour à toutes et à tous et bonjour en particulier à ceux et celles que nous n'avons pas vus hier soir, pas encore, nous n'avons pas encore vu tout le monde. Nous sommes très heureuses de vous accueillir et au nom du comité d'organisation, qui est composé de Marie Chartron, Pauline Delage, Solène Joanneau, Tania Leibovic, Océane Perrona, Gwenaëlle Perrier et moi-même, nous sommes vraiment heureuses de vous accueillir ici à Ossois pour échanger avec vous en disposant d'un peu plus de temps que nous n'en avons habituellement dans nos séminaires de laboratoire ou entre deux portes dans un couloir d'université. Nous sommes très heureuses aussi de vous accueillir pour ouvrir le groupe à des non-chercheurs et des non-sociologues. La diversité parmi nous est assez grande, on l'a déjà un petit peu vu hier, même si les non-sociologues se sentaient relativement isolés. Et ouvrir aussi le groupe à des personnes qui ne travaillent pas seulement sur les violences, on va en reparler, pas centralement sur les violences. Merci d'avoir été tous et toutes très opiniâtres pour surmonter les difficultés d'inscription, toutes les difficultés, toutes les relations épistolaires dont certains ont reparlé hier, que nous avons pu avoir jusqu'ici. Et nous sommes très heureuses aussi de vous accueillir après 2 reports pandémiques de cette école thématique. Et donc l'organiser presque sans masque et presque sans gel hydroalcoolique, c'est quand même très agréable. Et de pouvoir respirer un peu ensemble à la montagne, ça nous réjouit beaucoup. On vous demande bien sûr, comme on vous l'a rappelé dans les messages, de continuer malgré tout à faire attention, à mettre le masque autant que vous le pourrez ou que vous le voudrez, et à respecter ces précautions auxquelles nous sommes à peu près tous habitués maintenant, pour que personne ne souffre de conséquences de cette école dans les jours à venir, tout au contraire. La conférence de Marie-Laine Vibert va donner le le vrai coup d'envoi de cette école, mais avant de lui laisser la parole, Pauline Delage et moi-même, nous avons voulu faire un petit cadrage, un petit rappel, pour vous rappeler les raisons d'être de cette école, quelques-uns des grands axes problématiques qui l'ont organisé et aussi les choix d'organisation que nous avons faits. Le premier socle, pour le rappeler pour celles et ceux qui ne le savent pas, puisque certaines parmi vous le savent, le premier socle qui a motivé le projet de cette école, c'est la constitution du laboratoire Visage, qui était à l'époque dit laboratoire junior, dans l'appel à projet de la Cité du Genre, qui lui avait donné naissance. Visage, donc violence fondée sur le genre, données, santé, jeu d'échelle, que Pauline, Delphine Lacombe, qui est au Mexique, avec nous par la pensée, et moi-même, nous avons créé donc, à l'occasion de cet appel à projet, et qui a été lancé fin 2017. Plusieurs des membres donc, de Visage participent à cette école et ont eu des relations continues depuis 2017 dans ce cadre. À l'issue de nos 3 thèses de sociologie, Pauline, Delphine et moi, nous avons fait des constats très proches et en particulier, nous avons souhaité continuer à réfléchir à l'unité ou à la diversité, à la fragmentation de la violence ou des violences, au continuum des violences fondées sur le genre, alors même que explosait un nombre de travaux de toute nature, de toute méthode et de tout terrain qui nous laissaient penser que cet objet était de plus en plus fragmenté et que nous avions du mal à considérer peut-être qu'il s'agissait d'une même chose. Donc la question c'était bien ça, c'était est-ce que nous parlons tous et toutes de la même chose, déjà nous 3, et puis en ouvrant le cercle à bien d'autres recherches, comment comparer les enjeux locaux, régionaux, de l'émergence du problème public des violences fondées sur le genre, alors que les processus historiques et les contextes sociaux sont si différents, les contextes politiques aussi dans le cas de Delphine qui est sur des terrains latino-américains, et les mots communs, les mots que nous utilisions et que nous utilisons toutes, violence, féminicide, qui traversent des états de droit ou des régions dans lesquelles l'État peut être celui de la guerre, permettent-ils de rendre compte des mêmes phénomènes de violence systémique? C'était ce type de questions que nous avions et que nous avons toujours. Et aussi, comment le genre peut aider, ou en quoi est-il limité à aider à penser l'unité peut-être de ces situations si diverses. Et enfin, nous avions envie de prolonger l'étude toutes les 3 aussi d'une réflexion que nous avions entamée dans nos thèses sur la co-construction des violences, ces violences fondées sur le genre, entre des mouvements sociaux, féministes bien évidemment en premier chef, des chercheurs et des politiques publiques. Donc l'idée qu'un phénomène s'était construit vraiment à l'intersection au moins de ces 3 dimensions, et comment essayer de prolonger la réflexion là-dessus aussi. Ces grands types d'acteurs, au niveau local, au niveau national ou transnational, continuent aujourd'hui à promouvoir les violences fondées sur le genre comme un problème public, comme une évidence. C'est devenu presque une évidence pour nous tous ou pour nous toutes, mais ce qu'il s'agit de comprendre aussi, ou la question que nous posions,
c'était que ce problème public devenu presque évident depuis la fin des années 90 était également le contexte d'un backlash à bien des égards, avec des politiques publiques trop courtes et très démunies pour prendre en charge ce problème malgré leurs affichages de plus en plus genrés. L'approche historique en ce sens pour nous toutes était importante et le demeure pour beaucoup des membres de Visage l'est, en cherchant à comprendre des phénomènes étudiés dans un moment spécifique ou comme des moments spécifiques, en posant cette question de savoir si, du point de vue du moment historique vécu, il y a une spécificité et quelle est-elle. Et donc une partie des recherches de Visage s'occupe de replacer les terrains étudiés dans une histoire longue des féminismes, l'histoire des politiques sociales et sanitaires et aussi l'histoire de la statistique pour certaines d'entre nous. Et pour traiter de ces questions, donc, Visage s'est constitué autour de 3 axes initiaux. Le premier s'intitulait originellement Approche qualitative et quantitative, le deuxième Santé publique et le troisième Jeu d'échelle et contexte politique. Et il s'agissait de donner forme à un collectif académique inédit de jeunes chercheuses ou de jeunes thèses, puisque c'était donc soit des doctorantes, soit des jeunes thésées en poste ou pas encore, pour certaines qui sont de jeunes titulaires aujourd'hui, autour de ces questions, avec une promotion, si possible, au sein de Visage, d'approches pluricentrées entre les Nord et les Sud, partagées entre les Nord et les Sud, avec plusieurs chercheuses engagées dans Visage sur des terrains latino-américains en particulier, et qui malheureusement sont absentes, comme l'est Delphine aujourd'hui, pour son plus grand profit, puisqu'elle fait plein de choses formidables au Mexique, mais elle n'est pas avec nous. Donc Visage a organisé depuis 2017 quelques journées d'études, quelques colloques, quelques rencontres qui ont pris souvent la forme non formelle de rencontres autour de textes à travailler, par exemple des chapitres de thèse en travail qui étaient mis en discussion collective. Et aujourd'hui, tous les mois et demi, Visage se réunit en ligne. C'est un des bénéfices de la pandémie d'avoir habitué plusieurs d'entre nous à travailler en ligne et se réunir en ligne pour des lectures de textes, des lectures partagées ou pour continuer ce travail sur des textes en cours d'écriture, avec une quarantaine, un peu plus, de jeunes chercheuses qui sont en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Japon et en Europe. En 2021 en particulier, Visage a organisé des journées d'études, là aussi qui avaient été reportées et qui ont pris la forme d'une espèce de colloque en pointillé tout au long d'une semaine avec des petites sessions Zoom qui s'intitulaient « Les violences sexuelles après MeToo », co-organisé avec le Charisme, le laboratoire de sociologie des médias de Paris 2. Et donc ce travail va déboucher dans quelques semaines sur la fin et la publication d'un livre. Et dans ce colloque, typiquement, certaines des questions que j'ai évoquées en termes très généraux ont été soulevées autour de MeToo. C'est-à-dire la question de l'éclatement ou de l'unité du phénomène étudié se posait particulièrement autour de ce phénomène, avec un phénomène qui se manifeste d'une façon extrêmement sectorielle, à la fois comme l'expression d'univers professionnel spécifique, avec des situations d'âge ou de genre spécifiques qui se manifestent comme telles dans MeToo, et beaucoup moins des situations de race et de classe d'ailleurs, qui se manifestent comme telles, avec des dénonciations qui s'auto-identifient elles-mêmes comme sectorielles, comme venant d'univers et de mondes sociaux vraiment distincts. Et donc l'addition de ces témoignages dans chacun de ces univers met en scène des relations sociales qui se présentent comme spécifiques. Donc c'était une question pour nous, avec MeToo dans le cinéma, évidemment, à l'origine, le théâtre, l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi les relations familiales un peu plus tard avec MeToo inceste, ou les relations homosexuelles avec MeToo gay et bien d'autres encore. Et donc, qu'est-ce que cette fragmentation nous dit de l'unité ou de la division du sujet sur lequel nous travaillons ? C'était une des questions de ce colloque, qui se pose aussi avec la multiplication et les rebonds et les redites de MeToo dans d'autres mouvements sociaux comme Balance ton port ou Néonamenos, entre autres. Donc depuis 2017, dans toutes ces entreprises, avec des moyens très limités, quelques connexions Zoom et à peine plus, nous avons été soutenus par des laboratoires du CNRS tout d'abord, qui sont nos 3 laboratoires d'appartenance, l'URMIS pour Delphine, le CRESPA CSU pour Pauline et l'IRISO pour moi, mais aussi par l'INED et par le LIEP qui ont été très fidèlement présents, et d'autres institutions qui se sont jointes à nous aujourd'hui, pour ces 4 journées, SAGE à Strasbourg, le LEG à Paris 8 et l'ANR Covico que porte Marion Tillous qui est avec nous, Mésopolis avec Océane Perronin, et tous ensemble ces organismes ont rendu ces journées possibles avec vous aujourd'hui, qui commence aujourd'hui.
Personnellement, je remercie mes co-organisatrices qui ont donné beaucoup d'efforts pour aussi organiser ces journées. Et pour l'organisation pratique, vous l'avez déjà peut-être vu, Christa Balzer, qui n'est pas là maintenant, mais qui a dit qu'une partie du personnel du centre d'Ossois était intéressée à participer à nos échanges, ce qui nous semblait intéressant. En voyant le programme, plusieurs personnes ont dit qu'elles avaient envie de venir, mais elles étaient un peu, je crois, intimidées pour le faire. Il faudrait qu'on aille leur rappeler qu'elles sont tout à fait les bienvenues, c'est vraiment intéressant. Et dans la même logique d'ailleurs, locale, la table ronde de vendredi fera venir des personnes qui sont localement insérées ici sur les sujets qui nous occupent. Donc, nous avons défini le contenu de cette école à l'unisson des préoccupations de recherche de visage que Catherine vient de rappeler. Plusieurs aspects du programme que nous avons pensé en découlent en effet. Donc, comme il faut bien traiter les choses de manière analytique, tel ou tel atelier ou telle conférence attrape les violences fondées sur le genre par un bout ou un autre. Donc, par exemple, le traitement médical, le traitement en santé publique, le traitement judiciaire, tel ou tel aspect des politiques préventives ou de lutte contre les violences. Néanmoins, les moments de questionnement général ne manquent pas dans le programme, surtout dans les conférences plénières. Un point central pour nous réside dans la nécessité de garder le projet de faire des sciences sociales avant d'être spécialiste des violences du genre ou des violences fondées sur le genre. L'ensemble des questions qui seront soulevées dans cette école entrent dans ce questionnement plus général de savoir ce que les sciences sociales peuvent dire ou faire et aussi comment pour comprendre les violences fondées sur le genre et contribuer éventuellement à éclairer les politiques publiques par leurs résultats. Ambitionner de produire de la sociologie générale ou des sciences sociales en général, c'est une manière épistémologique et méthodologique de traiter la question de la fragmentation de l'objet violence, tel qu'il est monté en force depuis les années 90, à l'intersection, donc comme le disait Catherine, des mouvements sociaux, de la recherche et des politiques publiques. Entre autres choses, cela implique de poser des questions en termes d'histoire et de sociologie de la connaissance sur des violences fondées sur le genre. Ça, c'est donc le socle structurant du programme, au fond ou son arrière-plan. En conséquence de tout cela, nous avons donc lancé un appel à inscription qui ne s'adressait pas seulement aux chercheurs, pas seulement à des sociologues, comme le disait Catherine, ni à des spécialistes déjà confirmés de violences fondées sur le genre. Nous rassemblons donc dans cette école thématique des sociologues, des politistes, des historiens, historiennes, mais tous et toutes ne sont pas spécialistes des violences. Certaines viennent ici parce que, je vais féminiser, ça ira plus vite. Certaines viennent ici parce que la violence leur pose question, de biais ou de manière secondaire, sur des terrains d'enquête dont l'objet premier n'est pas nécessairement celui des violences fondées sur le genre. Les questions que certaines d'entre vous se posent peuvent être de l'ordre suivant. Je rencontre la question des violences à propos d'un autre objet d'enquête, par exemple en travaillant sur les inégalités socio-économiques, sur l'organisation des soins, sur la formation professionnelle, etc. Alors, qu'en faire ? Comment arriver à démêler le lien qui existe entre ces objets, par exemple violence et pauvreté ? Est-il utile ou même nécessaire de qualifier de violentes certaines situations que j'analyse ? Du point de vue analytique, est-ce que cela apporte de la lumière ou au contraire de la confusion ? Je peux aussi travailler sur des violences qui ne se définissent pas d'emblée ou principalement comme violences fondées sur le genre. Alors à quoi me sert d'introduire l'angle d'attaque du genre dans mes recherches ? Certaines personnes sont aussi présentes parce qu'elles contribuent d'une manière ou d'une autre à la construction et à l'application des politiques publiques qui traitent des violences fondées sur le genre, dans des associations, dans des organismes de prise en charge des victimes ou des médecins. Nous avons parlé de la co-construction de l'objet violence entre la recherche et d'autres acteurs. Certes, depuis 30 ans, cette co-construction a eu lieu et se poursuit, mais les échanges directs comme ceux que nous pourrons avoir dans cette école thématique ne sont pas si fréquents, et c'est ce que nous souhaitons susciter. De manière cohérente avec la diversité de notre groupe, le format que nous avons prévu pour nos échanges est double. Les temps d'exposé plus formels sont relativement limités et surtout concentrés dans les conférences du matin. Mais même dans ces conférences, un temps réservé à la discussion reste toujours important. Plus précisément, donc chaque journée se répartira entre une conférence plénière le matin, avec une pause, et ça restera à voir les modalités. C'est bon ? Ok. Et puis, des ateliers donc alternés l'après-midi avec une pause entre les deux pour que chaque personne puisse participer aux deux ateliers, sauf donc le vendredi,
puisque pour des raisons de pression horaire sur les transports, on a été obligé de tenir les ateliers en parallèle. Et donc nous vous avons demandé de choisir entre les 2 ateliers. Ce n'était évidemment pas le souhait initial, mais nous avons préféré préserver la tranquillité des échanges en relâchant un peu sur le calendrier et sur l'agenda. Et puis, il y aura donc des posters que nous avons finalement choisi de réserver un moment mardi soir pour que éventuellement les auteurs et les autrices de ces posters puissent en reparler aussi dans les jours suivants. Mercredi soir, donc, on pourra assister à la projection de la série documentaire Justice, qui a été co-signée par Marie Chartrand et Marion Guégan, et qui porte un éclairage sur le traitement judiciaire du viol pour débattre autrement et solliciter autrement l'imagination sociologique. Avant de terminer, de laisser donc la parole à Marilène Lieber, nous souhaitons également formuler un message un peu particulier. Si cette école n'aborde pas en tant que telle les violences de genre au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous le savons, le monde académique et universitaire n'échappe pas aux violences de genre, et les enjeux de pouvoir et de légitimité intellectuelle et statutaire qu'ils traversent rendent leur dénonciation particulièrement difficile et coûteuse pour les victimes. Afin de tenir compte de cette réalité, nous vous demandons donc à tous et toutes de ne jamais oublier les rapports de pouvoir qui sont susceptibles de traverser le collectif de travail que nous constituons dans les jours à venir, et afin d'anticiper les effets pervers qu'ils sont susceptibles de faire peser sur la qualité de nos interactions. Pour respecter le cadre de travail féministe qui guide cette école thématique, nous vous invitons donc à des échanges respectueux des personnes, à éviter évidemment tout geste ou parole déplacée, ainsi qu'à dénoncer tout comportement ou attitude problématique. Si certaines attitudes, paroles ou actes devaient vous mettre mal à l'aise, vous faire sentir en situation de danger au cours de ce séjour, 2 personnes parmi les organisatrices sont à votre disposition pour évoquer ces faits. C'est donc Tania Leibovitz qui est ici, voilà, et moi-même qui suis ici. Donc on constitue le binôme de référente en cas de situation problématique ou de malaise. Pour ce qui est de la tenue de nos échanges en groupe, en particulier, nous vous demandons de prendre en compte que nous n'avons pas toutes les mêmes âges, la même ancienneté dans le métier, les mêmes statuts, titulaires ou non. Ces différences peuvent rendre les prises de parole plus difficiles pour certaines. Veillons donc toutes et tous ensemble à ce que chacune puisse s'exprimer et repart de cette semaine sereinement du point de vue personnel et en ayant enrichi sa réflexion du point de vue professionnel. Et maintenant, nous vous remercions donc d'être présente aujourd'hui et pour les jours à venir. Et nous avons le grand plaisir, d'accueillir et d'écouter Marilène Lieber, qui est donc sociologue, professeure en études genre à l'Université de Genève. Et pour les choses pratiques qu'a évoquées Pauline, donc la pause sera, on s'est dit que faire la pause maintenant c'était un peu tôt, mais peut-être après la présentation de Marilène et avant de débattre, on fera une petite pause, donc ce sera vers 11h sans doute. Hein, je ne sais pas exactement quelle heure il est, on a peut-être démarré un peu en retard. Enfin, tu ne te presses pas pour être en retard, voilà. Ce sera après. Ça marche. Pour les posters, peut-être ceux et celles qui les présentent, viennent nous voir peut-être à midi pour qu'on voit comment les approcher pour ce soir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci mille fois aux organisatrices de cette école thématique de m'avoir invitée, de me faire l'honneur en fait d'ouvrir cette semaine où nous allons discuter à la fois de nos recherches, de nos expériences. Et donc voilà, donc j'étais un peu émue en fait en me disant ça va pas être facile, à quel niveau est-ce que je dois me porter, puisque en fait on a des publics assez différents et donc à quel niveau de difficulté est-ce qu'on doit vraiment présenter des recherches très précises. Donc je vais essayer de faire
au mieux et de vous présenter justement la façon dont pour moi la question de genre et violence s'articule et surtout comment eh bien, on observe aujourd'hui des changements justement dans la façon, ou en tout cas dans les questionnements qui sont ceux, ou en tout cas les enjeux tels qu'ils se définissent ou tels qu'ils se posent aujourd'hui. Alors pour ce faire, eh ben, je vais essayer d'abord de présenter rapidement une définition de ce que sont les violences en général et en particulier de ce qu'on essaie de dire quand on parle de violence de genre, de violence basée sur le genre. Donc tous ces termes dont on voit en fait qu'ils ne sont pas complètement fixes non plus. Et puis je parlerai ensuite d'une forme de généalogie, mais en tout cas de la manière dont cette question s'est d'abord posée en termes de violence faite aux femmes et en parlant en particulier de cette notion de contrôle social et de continuum des violences. Ensuite, j'essaierai de questionner cette perspective, cette généalogie féministe, cette manière dont on a construit en quelque sorte un sujet femme. Est-ce que ce sujet femme est homogène? Est-ce que les violences de genre ne concernent que les femmes? Toutes ces questions qu'on essaiera de poser. Et enfin, sur la base de mes propres travaux et de façon extrêmement rapide, eh bien, j'essaierai de parler de la manière, ou en tout cas des enjeux qui me semblent importants et qui permettra peut-être de questionner justement les frontières de la violence, les luttes définitionnelles dont ces violences font l'objet. Alors lorsqu'on utilise le terme de violence, en fait on fait référence à un champ extrêmement vaste, on a dit fragmenté tout à l'heure, un champ extrêmement vaste d'actes de brutalité qui occasionnent des souffrances, qui blessent, qui humilient, qui tuent. Et le champ des violences s'étend en fait des guerres aux crimes de haine, en passant par le terrorisme, le nettoyage ethnique, les violences sexuelles, les violences conjugales. Donc on distingue généralement les violences interpersonnelles, des violences entre États, qui intéressent peut-être avant tout les relations internationales ou les sciences politiques ou les études sur la sécurité. Et nous, on s'intéressera, ou en tout cas dans cette présentation, on s'intéressera davantage aux violences interpersonnelles, dont on verra quand même qu'elles sont structurelles et qu'elles s'articulent autour ou avec des violences systémiques ou des violences institutionnelles. Alors de Durkheim à Foucault, les philosophes, les sociologues ont souligné en fait le déclin des violences dans le processus des modernités. Ils ont mis en avant que les formes de violence qui persistent en fait dans nos sociétés sont en fait ou seraient en fait complètement marginales, qu'elles relèveraient en fait davantage de la déviance, de la pathologie dans des sociétés qui seraient au contraire des sociétés apaisées. Donc l'émergence de la démocratie, la prospérité économique, la lutte contre la pauvreté permettrait en fait de ne faire des violences ou de la violence qu'un épiphénomène. La civilisation des mœurs aurait permis de dégager en fait nos sociétés des formes les plus anomiques d'interaction et de relations sociales. Alors en se basant sur les savoirs acquis par les mouvements des femmes, Sylvia Walby soutient, elle, que c'est une perspective qui est erronée. Non seulement parce que les violences sont toujours présentes, mais surtout parce qu'elles ne sont pas forcément le fait de personnes qui sont déviantes, de personnes qui sont marginalisées. Et en quelque sorte, elle nous dit les violences sont constitutives des rapports sociaux. Les violences relèvent de rapports de pouvoir. Alors elle n'est pas la seule à dire ça, puisque Françoise Héritier, dans son ouvrage en 2 volumes de la violence, avait également insisté sur l'omniprésence en fait des violences dans la vie sociale, qui contribuent à leur banalisation, à leur naturalisation.
Et elle avait surtout insisté sur la difficulté, comme on le disait tout à l'heure, la difficulté à en définir les contours exacts, mis en lumière finalement le caractère extrêmement complexe et difficilement saisissable de ce que sont les violences. Donc toute la difficulté, c'est de savoir quels sont les actes qu'on va qualifier ou non de violence, quels sont les actes qui sont tolérables ou qui sont intolérables. Et la frontière, on l'a dit tout à l'heure, la frontière est mouvante d'une époque à l'autre, d'une catégorie sociale à l'autre. Alors si l'analyse des violences ne doit pas se comprendre comme une forme marginale d'interaction sociale, il convient aussi de remarquer que bien que renvoyant étymologiquement à la force physique, à l'usage de cette force physique contre autrui, eh bien cette définition est restreinte et qu'elle est désormais également mise en cause parce que souvent on dit que parler de violence physique finalement c'est parler de violence objective, objectivable, et donc on se déferait d'une dimension subjective de ce que c'est que qualifier ou non certains actes de violents. Alors le problème c'est que à quel moment est-ce qu'on est vraiment objectif ou à quel moment est-ce qu'on évite finalement cet écueil de la subjectivité, parce que en fait quoi qu'il en soit, on se réfère à des normes, puisque, on le sait très bien, justement, on parlait de l'histoire, certains actes n'ont pas toujours été qualifiés d'atteinte contre les personnes. On donne toujours l'exemple du viol conjugal, qui, c'est seulement à partir des années 90 qu'on va commencer à utiliser ce terme, qu'on va commencer à considérer que les relations dans un couple ne font pas toutes partie d'un devoir conjugal. Donc vraiment cette question du viol conjugal qui montre très bien, cette dimension de norme, cette dimension importante. Et selon les critères juridiques, on a des mêmes actes qui peuvent être considérés comme licites ou comme prohibés. Donc à titre d'exemple, cette question, et vous l'avez toutes et tous en mémoire, cette question de la force physique, qui parfois fait partie de l'arme légale de l'État. On pense évidemment aux gilets jaunes et à toute la théorie de Weber, ce que Weber appelait la violence légitime. Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre finalement cette question de l'intégrité à la personne, c'est étendre cette question à l'atteinte à l'intégrité de la personne, qui peut prendre évidemment le corps comme cible, mais qui peut aussi affecter la capacité d'une personne à prendre des décisions autonomes, et qui peut s'exercer à travers des formes de contrôle, de contraintes personnelles ou de contraintes institutionnalisées. Donc vraiment, cette question qui dépasse la seule dimension physique pour intégrer d'autres formes de contrôle, d'autres formes de violence. Alors qu'est-ce qu'on entend finalement quand on parle de violence de genre ? Les violences de genre, elles recouvrent une pluralité d'actes de nature extrêmement différente, psychologiques, physiques, sexuelles, qui viennent sanctionner en fait une transgression de l'ordre sexué, une transgression de l'ordre de genre, et qui permettent justement de réaffirmer la dimension structurelle de ces rapports de pouvoir que sont les rapports de genre. Alors, Éric Fassin, dans un article sur les frontières sexuelles, affirme que la frontière est un lieu de violence et que la violence elle-même signifie la frontière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que transgresser la frontière d'un ordre de genre expose à la violence, et celle-ci contribue également à réaffirmer cet ordre
à garantir certaines frontières sociales. Alors le genre, il est compris de façon constructiviste, de façon performative, comme un rapport de pouvoir, un attribut qui n'est pas fixe, mais qui se réalise jour après jour à travers les normes et les contraintes. C'est une répétition en fait quotidienne, et c'est de cette répétition quotidienne qu'il va tirer son apparente stabilité. Et donc, en ce sens, les violences, elles sont constitutives de la réaffirmation et de l'existence du genre et de la bicatégorisation, de la hiérarchie entre masculin et féminin, de la hiérarchie entre orientation sexuelle, de l'hétéronormativité. Et donc, on peut donc citer les violences sexuelles, les violences dans les relations intimes, que ce soit les violences conjugales ou les violences dans les relations amoureuses, le harcèlement sexuel dans les espaces professionnels, on vient d'en parler, dans les espaces de loisirs également, les violences homo ou transphobes, les fémicides, qui sont autant de violences qui viennent réaffirmer un ordre de genre. Donc coups, violences sexuelles, viols, injures, menaces, harcèlement, enfermement, contrôle, humiliation, tous ces actes de brutalité physique, psychologique, qui vont entrer dans la définition de ces violences de genre, sans que la liste soit exhaustive, puisque celle-ci va faire l'objet d'une politisation qui va varier. Alors, si les formes de violence interpersonnelle ont toujours existé, ce sont les mouvements des femmes, bien sûr, qui ont contribué à leur reconnaissance, à leur théorisation, en soulignant la proportion de femmes très importante qui les subissent de la part d'un proche, de la part d'un parent, d'un conjoint, d'un collègue. Et c'est pourquoi on peut dire que l'accent a véritablement été mis d'abord sur les violences masculines à l'encontre des femmes et sur l'expérience, sur les expériences variées que font les femmes en tant que cible, en tant qu'objet des violences. Et donc ce sont ces mouvements qui évidemment ont contribué à la reconnaissance des victimes de violences en général. Alors à partir des années 1970, les mouvements des femmes ont donc imposé sur le débat, ce débat sur la scène publique. Ils ont dénoncé la façon dont ces questions étaient souvent renvoyées à quelque chose de privé ou quelque chose d'individuel, et qu'au contraire, il s'agissait de les qualifier comme politiques, de les qualifier comme collectives. Et donc c'est tout ce travail d'ailleurs qui continue aujourd'hui avec les mouvements MeToo, mais tout ce travail de mise en récit des souffrances infligées, mise en récit des souffrances vécues par les femmes, et donc qui ont permis de rendre visible, et qui continuent de permettre de rendre visible, parce que c'est un de ces phénomènes qu'on redécouvre régulièrement depuis 50 ans. On redécouvre la question des violences, on redécouvre, toujours on dit, en 80 on nous dit il faut briser le silence, en 90 on nous dit il faut briser le silence, en 2000 on dit il faut briser le silence, en 2010 on dit il faut briser le silence, en 2020 nous brisons le silence, donc on est toujours dans ces formes de récit, mais en même temps on voit comment la question de la naturalisation, de la banalisation, de l'individualisation de ces questions est mise et dénoncée, est rendue visible. Comment on dénonce aussi la trop grande tolérance justement face à des actes, la tendance aussi à tenir les victimes pour responsables de ces actes subis, et puis évidemment la minimisation constante des faits. Et donc ces mises en récit, ce travail finalement collectif qui a été fait à diverses reprises par les mouvements féministes,
eh bien, ils ont participé à qualifier de violence toute une série d'actes qui jusqu'ici n'étaient pas forcément qualifiés de violence. Et donc, sous l'influence de cette revendication, eh bien, des instances internationales se sont saisies de cette question. L'ONU, avec la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes en décembre 1993, et puis la plateforme d'action après la 4e conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, qui est vraiment un moment tournant où les États vont vraiment s'emparer. C'est d'ailleurs à la suite de cette plateforme qu'en France, eh bien, on va trouver de l'argent pour faire la première enquête nationale sur les violences faites aux femmes. L'Organisation mondiale de la santé également, qui formule ses propres recommandations à partir de 2002 dans un rapport publié à l'époque pour éradiquer les violences. Et puis la Convention d'Istanbul en 2011 sur l'élimination des violences contre les femmes, qui est le premier texte en fait contraignant pour les États. Donc tout ça pour dire que, évidemment c'est beaucoup plus vaste, mais pour aller rapidement, toutes ces mobilisations féministes à différentes échelles, elles ont permis finalement eh bien, l'existence d'une catégorie d'action publique, violence faite aux femmes, une catégorie qui devient légitime au niveau international, au niveau national, et qui a donné forme à différentes formes d'institutionnalisation, de la prévention, du traitement, de la sanction, avec des lois, avec des politiques publiques, qui se circonscrivent quand même principalement autour de l'idée de la protection des femmes, renforçant peut-être l'idée que les femmes seraient vulnérables par nature, en tout cas qui ne mettent pas forcément en cause radicalement justement des hiérarchies ou un certain ordre sexuel. Alors si on peut aujourd'hui peut-être montrer l'ambivalence, ou la potentielle ambivalence de ces politiques ou de ces lois, il faut quand même souligner que les travaux féministes qui se sont penchés sur la question, ils ont avant tout contribué à rendre visibles des pratiques qui étaient naturalisées, qui étaient banalisées, qui étaient tues, et à souligner la dimension structurelle de ces violences. C'est l'ordre de genre qui construit certains corps comme vulnérables, c'est l'ordre de genre qui expose davantage ces corps. Et donc ils ont montré que les violences dont les femmes sont victimes sont principalement exercées par les hommes, tandis que l'inverse n'est pas réciproque. Les violences vécues par les hommes le sont aussi du fait d'autres hommes. Et que ce problème est extrêmement répandu, qu'il est extrêmement courant, qu'il est peu visible, banalisé, et qu'il est transversal à toutes les catégories sociales. Et on va revenir sur cette question de la transversalité. Alors, Jalna Anmer, dont vous voyez ici un des livres phares, c'est une des premières en fait à avoir théorisé les violences masculines contre les femmes, et elle a dit que ce phénomène, ces violences, étaient un des leviers du contrôle social qui s'exerce sur les femmes et qui prend des formes de nature, de gravité variées dans différentes sphères de la vie. Et donc elle aussi, elle souligne déjà à l'époque que les violences font partie de ces problèmes qu'on redécouvre régulièrement, mais qui retombent très vite dans l'oubli pour être présentés comme plutôt des problèmes individuels. Et elle mentionne également, et je la cite, que le recours des hommes à la violence ou à la menace contre les femmes sert deux objectifs. L'un est d'exclure les femmes de certains domaines ou de restreindre leur champ d'action. L'autre est de les obliger à un certain comportement.
Et donc son principal argument, c'est que la force physique ne définit pas à elle seule la violence, car la menace ou encore les blagues sexistes et surtout l'absence de sanction de ces violences par l'État ou par les institutions ne sont pas en fait des faits secondaires ou mineurs, mais au contraire, hein, ils sous-tendent la structure de ces rapports de pouvoir et de ces rapports de domination. Donc on sent déjà hein, dans la manière dont elle présente en fait la façon, ou en tout cas les logiques sociales qui favorisent des formes de contrôle, hein, qu'il n'est pas nécessaire de subir des violences physiques, des coups très graves, hein, pour que finalement cette question des violences, cette forme de contrôle, hein, qui peut passer par des blagues, qui peut passer par le fait que personne ne réagisse réellement, eh bien, va avoir un effet en termes d'exclusion de certains domaines, de restriction de champs d'action ou d'attitude à avoir. Et donc à sa suite, et pour décrire le fait que ces violences, malgré leur diversité, malgré leur spécificité, font partie d'un même système, Lise Kelly a conceptualisé les violences sexistes et sexuelles comme un continuum, faisant le lien entre différentes formes de violence, entre différents espaces sociaux et entre différents espaces-temps, hein, en parlant de leur continuité tout au long de la vie. Et dans son article qui a fait date, qui a d'ailleurs été traduit récemment par Marion, ici présente, Lise Kelly, elle définit la notion de continuum de deux façons. À la fois, nous dit-elle, comme un caractère commun fondamental qui sous-tend de nombreux événements différents, mais également comme une série continue d'éléments ou d'événements qui se confondent et ne peuvent être distingués d'emblée. Et ce qu'elle nous dit, Lise Kelly, c'est que ces deux définitions, en fait, sont utiles, hein, parce que la première, et je la cite, permet de discuter de la violence sexuelle dans son sens général. Le principal dénominateur commun à ces événements très divers est que les hommes usent d'une variété de formes d'abus, de contraintes, d'usage de la force pour contrôler les femmes. La seconde définition permet de décrire et de nommer cette palette de comportements, d'abus, de contraintes, d'usage de la force auxquelles sont confrontées les femmes. Et je continue la citation. Dans les deux acceptions, le concept vise à mettre en évidence que la violence sexuelle existe dans la plupart des vies des femmes, même si la forme qu'elle revêt varie, comme la façon dont les intéressés définissent les faits et en sont affectés sur le moment et par la suite. Donc c'est un moment très important hein, où elle va faire un acte hein, à la suite de Anne-Mère, où véritablement hein, elle va, face à la variété des expériences, face à la variété des qualifications, hein, elle va faire ce geste politique, scientifique, hein, de montrer la continuité hein, entre ces différents actes. Et elle insiste également hein, dans cet article sur l'idée que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, l'idée de continuum ne doit pas être interprétée hein, comme une appréciation d'une échelle de gravité, hein, allant de choses pas graves à des choses très graves. Et elle nous dit, je la cite encore une fois, « La façon dont les femmes réagissent sur le moment et définissent ces expériences, tout comme leur façon de les appréhender par la suite, diffère d'une personne à l'autre, des facteurs très divers pesant sur les vécus singuliers. » Donc on voit hein, que derrière ce geste théorique, hein, elle laisse quand même la porte ouverte à l'idée que tout le monde ne réagit pas de la même façon, que tout le monde ne subit pas de la même façon, que tout le monde n'a peut-être pas les mêmes ressources, et on va y revenir. Mais en tous les cas, hein, dans cet article, elle est plutôt dans ce moment hein, de ce geste théorique
de ce geste politique, où il s'agit finalement de montrer le socle commun, de montrer ce qui relie ces actes si différents. Et elle insiste sur un continuum de fréquences, c'est-à-dire différentes expériences à différents moments de la vie, et un continuum d'expériences, une variété d'expériences qui vont du choix à la contrainte, afin vraiment de souligner ces liens fonctionnels entre des formes variées de violence masculine, entre par exemple les injures, les peurs dans les espaces publics par exemple, les agressions sexuelles, les violences conjugales. Alors cette perspective, se parler en termes de continuum, ça a permis à d'autres chercheuses, à sa suite, d'étendre la réflexion à d'autres actes. Par exemple, Cynthia Cockburn, qui va utiliser ce terme de continuum pour parler du temps de guerre et du temps de paix, en montrant comment ce qui peut apparaître en temps de guerre comme exceptionnel n'est en fait que l'extension de ce qui existe déjà en temps de paix. De la même façon, la géographe Rachel Payne, dans son article « Everyday Terrorism, Connecting Domestic Violence to Terrorism », fait cet acte de montrer comment, à ces moments, entre guillemets, exceptionnels, font écho des choses beaucoup plus banales, beaucoup plus quotidiennes. Et donc, elles font le lien entre des pratiques masculines, entre guillemets, extraordinaires et des pratiques plus ordinaires, plus quotidiennes. Et donc, l'idée de continuum, elle permet donc de mettre en évidence que ces violences considérées comme les plus graves, elles n'ont pas besoin d'être perpétrées pour être efficaces, puisque il y a un lien très clair entre un savoir que ces violences peuvent exister, un savoir que les personnes qui transgressent les normes de genre ont sur le risque des violences qu'elles peuvent subir. Et donc Kelly écrit « L'expression du pouvoir du genre masculin par le biais d'agressions routinières contre les femmes est liée aux agressions non routinières comme les coups ou le viol, qui ne sont que l'extension de pressions plus courantes. » Et donc, ces auteurs affirment que les violences de genre sont normatives, elles sont fonctionnelles, et qu'il n'est pas nécessaire de subir les formes considérées comme les formes les plus graves pour développer un savoir sur les risques de violence, savoir qui est en fait maintenu par des pressions, des remarques, des insultes, des humiliations, qui rappellent sans cesse en fait la possibilité que des violences plus graves, considérées comme plus graves, soient commises à son encontre. Et donc, c'est des gestes importants, c'est des gestes théoriques essentiels, puisqu'elles ont permis, ces auteurs, à sortir finalement les logiques qui sous-tendent les violences contre les femmes de l'invisibilité à laquelle elles étaient réduites, et elles ont permis de favoriser finalement, ou en tout cas des revendications, des mobilisations autour de questions relatives à l'égalité et à la façon dont rapport de genre et violence étaient intimement liés. Alors, on a beaucoup parlé des femmes, et c'est vrai que cette perspective féministe, elle a par la suite été étendue à toutes les formes de transgression de genre, et on parle aujourd'hui, dans les textes, on parle davantage de violence de genre. On se retrouve aujourd'hui autour de la notion de violence de genre et pas de violence faite aux femmes. Et donc, on peut se demander qu'est-ce que ça implique finalement ce changement de terminologie, parce que Carole Libaki, je ne sais pas si vous la connaissez, elle nous rappelle l'importance en fait de la qualification qu'on donne à un problème.
parce que intrinsèquement, la façon de nommer un problème, eh bien, rend la façon de le définir, les solutions qui sont envisageables, en fait, découlent en fait de cette première définition. C'est toutes ces perspectives, évidemment, qui ont été développées en termes de constitution des problèmes publics. Et donc, il n'est pas pareil, très clairement, on ne parle pas de la même chose quand on parle de violence envers les femmes, et souvent même de violence masculine envers les femmes, ou de violence de genre. Et donc, dans certains contextes, eh bien, comme aujourd'hui, eh bien, ça permet sans doute d'élargir la perspective, de parler, et on va y revenir, notamment des violences subies par des minorités de genre, de rendre compte aussi comment le genre est structurel dans différents types de violences, mais dans d'autres, eh bien, c'est une manière aussi, eh bien, de disqualifier aussi les luttes contre les violences envers les femmes, de les marginaliser comme n'étant plus centrales ou comme étant un problème qui serait résolu. Alors, cette question de définition, elle est par exemple très forte dans le cas suisse sur lequel nous avons travaillé avec Pauline, puisque, par exemple, on a pu observer comment le passage de la terminologie lutte contre les violences conjugales, qui rendait compte finalement de la conjugalité comme un rapport social fait de formes, et particulièrement en Suisse, de formes de dépendance, notamment économique, qui ont amené aujourd'hui à ce qu'on parle beaucoup plus de violence domestique, qui s'étend donc à toutes les violences au sein de la famille, et qui a contribué à ce que cette question des violences faites aux femmes soit beaucoup moins centrale finalement dans l'action publique. Donc Carolie Bacchi, elle insiste sur le fait qu'il est important de réfléchir à la terminologie, aux mots que nous utilisons, puisque ces mots font référence finalement aussi à la manière dont on définit le problème. Et donc, est-ce que parler de violence de genre, comme on le fait souvent aujourd'hui, est une façon pour certaines de remettre en cause la perspective féministe, qui traite donc en premier lieu de cette violence masculine à l'encontre des femmes? Eh bien, je pense, et probablement avec vous ici, qu'on peut au contraire mobiliser cette catégorie, puisque ça permet au contraire sans doute de renforcer finalement la perspective féministe. Et donc on peut élargir cette question des violences masculines à l'encontre des femmes pour inclure celle des violences à l'encontre des personnes LGBT, tout en rappelant en quoi le genre est toujours, peut-être plus que jamais, utile pour comprendre, pour analyser ces violences. Mais il importe également de réfléchir à comment ce rapport de genre s'articule à d'autres rapports, et c'est ce que je vais essayer de présenter maintenant. Alors, lorsqu'on parle de sanctions de l'ordre sexué, de réaffirmation de la dimension structurelle de ces rapports de genre, eh bien, il est évidemment question de l'hétéronormativité. Et donc les violences de genre recouvrent évidemment des violences faites aux personnes LGBTIQ ou aux hommes qui ne se conforment pas aux performances attendues sexuées. Et dans ce sens, les violences de genre permettent là encore de réaffirmer un ordre hétérosexué. Alors j'ai mis ici une étude de Lynn Chamberlain, Gabriel Richard et Michael Bernier, qui montre là encore que ces violences recouvrent également un faisceau de différentes pratiques: insultes, humiliations, violences sexuelles, brutalité physique, homicide. Et cet exemple, tiré d'une enquête sur l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire au Canada, montre que ce type d'atteinte que recoupent les violences homo et transphobes
et ce tableau sur les violences en milieu scolaire montre que les personnes qui transgressent les identités sexuelles et de genre sont davantage victimes de rumeurs, de brutalité, de mise à l'écart, d'avances sexuelles. Et Lynn Chamberlain explique en fait que les violences homophobes, elles sont elles aussi des violences sexistes, parce que c'est le féminin, qu'il soit le fait d'hommes ou de femmes, de corps dits masculins ou de corps dits féminins, qu'il soit le fait de personnes hétérosexuelles ou homosexuelles, de personnes cis ou de personnes trans, c'est le féminin qui est dévalorisé, qui est discriminé. Alors j'ai mis cette citation de Didier Eribon dans son roman, dans son autosociologie, Retour à Reims, parce qu'il parle très bien de cette transgression des normes de genre qui caractérise les agressions et les violences homophobes lorsqu'il parle des insultes homophobes. Bientôt, je devins le destinataire direct de l'insulte, puisque c'est à moi personnellement qu'elle s'adressa. Je fus environnée par elle, et plus encore, définie par elle. Elle m'accompagnait partout pour me rappeler sans cesse que je contrevenais à la règle, à la norme, à la normalité. Dans la cour du lycée, dans le quartier où j'habitais, elle se tenait là, tapie, prête à surgir, elle surgissait presque inévitablement. C'était comme si une conspiration organisée avait décrété que cette agression verbale ne pouvait prendre toute sa force et toute son efficacité que si elle était répétée sans cesse et partout. En fait, c'est toute la culture autour de moi qui me criait pédé quand ce n'était pas tapette, tantouse, tata et autres vocables hideux dont la simple évocation aujourd'hui ravive en moi le souvenir jamais disparu de la peur qu'il m'inspirait, de la blessure qu'il m'infligeait, du sentiment de honte qu'il gravait en mon esprit. Je suis un produit de l'injure, un fils de la honte. Alors la question qui, je ne sais pas, c'est peut-être la question qui fâche, c'est qu'est-ce qu'il en est des femmes ? Et c'est des arguments qui sont souvent avancés, notamment par les personnes qui, justement, trouvent qu'on réifie trop les choses en dénonçant les violences masculines à l'encontre des femmes. Qu'est-ce qu'il en est des femmes et de l'usage de la violence ? Est-ce qu'elles sont incapables de violence, comme il arrive souvent qu'on les décrive, gentilles, douces, attentives, aimantes ? Ou est-ce qu'au contraire, quand elles commettent des violences, ces violences sont plus graves, sont plus brutales, sont plus perfides, elles seraient cruelles ? Et donc les recherches qui se sont intéressées à ces questions, elles ont montré que, en fait, les mêmes normes de genre engagent à considérer, à légitimer le fait que les hommes sont davantage capables de violence, rendant l'usage de la force ou de la contrainte par les femmes à la fois moins visible et surtout moins acceptable. Et donc parler de violences commises par les femmes, c'est là encore rendre compte des formes de hiérarchie entre les sexes. Et comme l'explique Colline Cardy et Geneviève Prouveau dans leur magnifique introduction de leur livre « Penser la violence des femmes », eh bien, c'est souligner l'accès inégalitaire des femmes au pouvoir, aux positions de pouvoir et à l'exercice de la violence. Et donc, elles nous disent, les violences exercées par les femmes, elles sont en quelque sorte hors cadre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les penser socialement. Et en ce sens, elles ne viennent pas complètement contredire les normes de genre, mais au contraire, leur traitement est vraiment façonné par ces normes de genre. Leur livre, tout comme celui d'Arlette Farge et de Cécile Dauphin, engage au contraire à penser, à réfléchir aux contextes sociaux, aux contextes historiques qui vont autoriser au contraire la violence des femmes. Femmes, nous disent-elles toutes, qui continuent évidemment dans le même temps à faire l'objet de multitudes de violences à leur encontre.
Donc parler de la capacité des femmes à être violentes, ce n'est pas viser à établir en fait une symétrie entre femmes et hommes, comme on peut parfois le voir, notamment dans les détracteurs, parmi les détracteurs des politiques visant à réduire par exemple les violences conjugales ou chez ceux qu'on appelle les masculinistes, mais c'est davantage en fait mettre finalement l'accent sur la dimension différentielle de l'usage des violences dans la construction des identités sexuées, ces troublés en quelque sorte, ces normes de féminité et de masculinité. Et donc en ce sens, les violences qui sont commises par les femmes sont souvent perçues comme monstrueuses, plus graves, plus cruelles, plus perfides ou exceptionnelles. Et Arlette Farge insiste sur le fait que les femmes ne sont pas autorisées à prendre publiquement le droit de ressembler aux hommes et que leurs violences ne sont tolérées justement que dans certains contextes qui permettraient justement, là encore, de maintenir cet ordre sexué. Marie-Elisabeth Handman souligne que cette violence s'inscrit souvent dans les marges que lui laisse, la cite, dans les marges que lui laissent les hommes pour l'exercer, pour se diriger vers d'autres groupes dominés, femmes, enfants ou certains hommes. Alors, troisième réflexion sur les questions que pose cette question du genre, c'est est-ce que le sujet femme est homogène ? Vous connaissez bien sûr la réponse, mais est-ce qu'on peut s'intéresser au seul rapport de genre ? Est-ce qu'il y aura des hiérarchies entre différents rapports sociaux ? C'est là que, évidemment, les travaux des féministes noires, les travaux de la littérature postcoloniale, décoloniale, les questions intersectionnelles entrent en matière, puisque des chercheuses comme Angela Davis ont montré que les violences sexuelles vécues par les femmes noires doivent se comprendre en lien avec l'histoire de l'esclavage. Elle dit que le sexisme se nourrit de racisme et que, en fait, dans le mouvement des femmes et notamment de lutte contre les violences sexuelles dans les États-Unis des années 70, eh bien, le mouvement féministe, au premier rang desquels des personnes comme Suzanne Brown Miller, ne voit pas le lien entre le viol systématique des femmes noires par des blancs et les violences racistes contre des hommes noirs qui se voient accusés à tort de violences sexuelles à l'encontre de femmes blanches. Et donc, elle reproche au mouvement féministe blanc contre les violences sexuelles de perpétuer en fait ces stéréotypes dans leur manière de conceptualiser les violences. Et donc ces critiques intersectionnelles, postcoloniales, elles ouvrent des nouvelles perspectives sur la façon dont la question des violences de genre peuvent être définies, politisées dans certains contextes et favoriser finalement la constitution de certains groupes comme moins égalitaires que d'autres, voire légitimer de nouvelles formes d'impérialisme, comme le souligne le travail de Lila Abou-Lougod dans son analyse des raisons de l'intervention américaine en Afghanistan au nom de la lutte contre le terrorisme, mais aussi au nom de la lutte pour les droits des femmes, d'où ces questions « Do Muslim women really need saving ?» Donc au nom des droits des femmes, certains discours participent en fait de la hiérarchisation entre différents groupes, qu'ils soient des groupes culturels, des groupes stigmatisés, et c'est ce sur quoi travaille notamment la juriste Ratna Kapoor quand elle s'intéresse à la question de certains groupes de femmes, notamment les travailleuses du sexe, qui donc n'ont pas accès, ou alors qu'on écarte
au nom des droits des femmes. Et donc on voit que ces luttes sont parfois mobilisées par des groupes non féministes pour légitimer de distinctions, de hiérarchie entre religions, entre cultures, entre classes sociales. C'est ce sur quoi a travaillé la sociologue Sarah Braquet, qui a étudié comment en Hollande les partis d'extrême droite se sont faits les porte-paroles des gays et de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes, en favorisant un imaginaire national supérieur, l'idée que effectivement leur imaginaire national, la Hollande, serait finalement une culture supérieure aux autres. Et c'est vrai que ces demandes de régulation sociale, les nécessités de la cause, tout comme les lois, ont eu tendance finalement, pour sortir de l'invisibilité, on l'a bien dit, ce premier moment de dénonciation, de faire ressortir, ce premier moment qui est toujours un peu fragile, ces luttes, cette constitution a favorisé en fait l'émergence d'un sujet femme au détriment finalement des différences entre les femmes en fonction de leur classe sociale, de leur appartenance ethno-raciale, de leur trajectoire migratoire, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Et c'est ce que souligne Kimberly Crenshaw dans sa perspective justement intersectionnelle, qu'elle élabore justement sur le cas des questions de prise en charge des violences. Et elle travaille en fait, elle fait une étude sur des femmes qui sont placées dans des refuges de la communauté, dans des communautés noires. Et elle observe que le support psychologique offert s'inspire certes des pratiques et des soutiens qui sont offerts aux femmes blanches, mais elle montre comment en fait ils sont inadaptés pour une majorité des femmes de ces communautés qui sont souvent issues de milieux extrêmement pauvres, qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue et n'ont pas accès au travail, au logement décent pour pouvoir se défaire finalement des violences conjugales. Et donc elle montre comment les violences à l'encontre de ces femmes racisées, elle dit colored women, et donc qui a été traduit en français par femmes de couleur, sont absentes justement des luttes féministes mainstream. Et dans son article qui a fait date, Cartographie des marges, intersectionnalité politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur, elle questionne justement cette dimension unidimensionnelle, cette dimension universalisante, ici de genre, qui ne distingue pas suffisamment l'imbrication des rapports sociaux, que ce soit de classe, que ce soit de race. Et elle analyse l'incapacité de ces perspectives féministes de lutte contre les violences sexuelles et des violences conjugales à reconnaître et à prendre en charge efficacement en fait les expériences des femmes racisées. Donc elle distingue la dimension structurelle de l'intersectionnalité de sa dimension politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour elle, la dimension structurelle, c'est la manière dont la localisation, et je la cite, des femmes de couleur à l'intersection de la race et du genre rend leur expérience réelle de la violence conjugale et du viol et des mesures pour y remédier qualitativement différentes de celles des femmes blanches. Et donc elle renvoie vraiment cette notion de dimension structurelle de l'intersectionnalité, renvoie finalement à la position sociale, matérielle, aux ressources qui en découlent. Au contraire, sa dimension politique, elle la définit, et je la cite, comme la marginalisation de la question de la violence contre les femmes de couleur, induite
par les politiques féministes et antiracistes, c'est-à-dire l'invisibilisation et la dépolitisation dont ces violences vécues par des groupes spécifiques font l'objet. Et donc, c'est une distinction analytique qui, me semble-t-il, n'a pas été suffisamment reprise quand on parle de ces questions d'intersectionnalité, puisqu'il me semble que parler de cette intersectionnalité structurelle, de son interaction avec l'intersectionnalité politique, eh bien, permet de mettre en évidence justement les effets des multiples formes de rapports de pouvoir. Elle dit les effets des multiples formes de subordination qui pèsent sur les femmes de couleur, couplées à des instances institutionnelles fondées sur des contextes inappropriés car unidimensionnels, et qui vont déterminer en dernier lieu, en dernier ressort, et qui déterminent et, en dernier ressort, limitent la portée des interventions en leur faveur. En gros, elle nous dit, finalement, l'action publique, ne pensant pas la spécificité des positions sociales et des violences qui en découlent, mais aussi la spécificité des ressources qu'on a en fonction de sa position sociale, eh bien, ne parviennent pas à prendre en charge, et elles sont en fait, alors qu'elles se présentent comme des politiques de protection, comme les politiques de lutte contre les violences, eh bien, elles sont au final des politiques qui excluent ou qui laissent en tous les cas certaines formes de violence dans l'ombre. Et donc on voit là ressortir finalement cet enjeu définitionnel de ce que sont les violences, cet enjeu de quelles sont les violences qu'on va prendre en charge ou quelles sont les violences qu'on ne traitera pas. Et donc elle insiste sur la transversalité des violences, mais sur leur caractère différent en fonction des situations sociales. Alors si on repense à ce que nous disait Liz Kelly tout à l'heure, on voit que finalement elles disent quelque chose d'assez similaire, mais l'une insistait véritablement, de par sa situation, de par ce mouvement important de montrer ce continuum, elle insistait sur la dimension structurelle et sur la dimension du même, alors que Crenshaw, de par sa position aussi de femme noire, juriste, intellectuelle, eh bien, elle insiste au contraire sur le fait que même si c'est transversal, eh bien, on n'a pas affaire à... on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes expériences en fonction d'où l'on parle. Donc on voit se dessiner, me semble-t-il, en fait une tension entre d'une part une forme de mise en évidence justement de cette communauté d'expériences des femmes, des expressions minorisées de genre, et puis de l'autre une demande de davantage prendre en considération ces expériences ancrées, ces expériences situées des unes et des autres. Et puis à cela s'ajoute, comme on l'a dit en entrée de journée, eh bien, que les violences de genre sont aujourd'hui adressées d'une pluralité de façons, qu'aux études qualitatives sur le vécu des violences, à leur mesure, qui posent des enjeux dont parleront Catherine et Tania demain. Catherine, dans sa thèse, parlait de cacophonie des chiffres dans la façon de mesurer, tout en montrant justement des choses structurelles, mais quand même, voilà, donc ces enjeux de la mesure, et puis des enquêtes qui se sont intéressées ou qui s'intéressent à la question des mobilisations, de l'action publique, le traitement institutionnel par la police, par la justice, par les politiques publiques, par les instances internationales. Et donc ces différentes manières d'étudier les violences de genre qui engagent finalement à se confronter aux différents enjeux de la recherche, notamment en termes d'articulation des rapports de pouvoir, d'enjeux définitionnels,
tout comme surtout de multiplicité des logiques de genre qui s'articulent avec d'autres logiques institutionnelles ou professionnelles. Et un peu, voilà ce que disait ce matin Pauline, sur cette idée que finalement on fait d'abord de la recherche en sciences sociales et qu'on veut voir comment, dans ces cas-là, eh bien, on a différentes logiques qui s'articulent. Et donc, tous les travaux aujourd'hui de mes chers collègues Océane sur la façon dont la police contribue justement à la qualification pénale des violences sexuelles, Pauline sur la question du travail social et sur les contextes différenciés entre la France et les États-Unis, Solène sur la justice et l'ordonnance de protection. Et donc toutes ces recherches qui montrent comment ces logiques institutionnelles s'articulent avec des logiques de genre et s'articulent, et c'est donc ça en fait le travail qu'elles mettent en avant. Donc on peut dire en quelque sorte, même si c'est fragile, même si il faut continuer à travailler sur ces questions, que les violences de genre, elles sont, entre guillemets, sorties de l'invisibilisation et qu'il ne s'agit plus, comme dans les années 1970, de les mettre au jour, même si, comme je le disais, mettre en avant la parole des victimes reste quand même un enjeu essentiel, mais il s'agit davantage de voir comment ces questions sont mobilisées et tout le travail définitionnel dont elles vont faire l'objet et qui va varier grandement en fonction des contextes nationaux, des contextes historiques, des contextes institutionnels. Et donc il s'agit en fait aujourd'hui davantage de compléter finalement ces enquêtes qui s'inspirent des études féministes, qui confirment ou qui partent en fait, qui confirment finalement tous ces éléments qui ont été mis en évidence il y a plus de 40 ans, tout en s'en détachant afin justement de complexifier les résultats, de mettre en évidence justement ces multiples logiques qui contribuent à reproduire tout en le faisant bouger, tout en étant différent selon les arènes sociales, à reproduire un ordre social sexué. Et donc il s'agit de s'intéresser finalement à ce travail de frontières qui va varier grandement en fonction des arènes sociales et donc de comprendre, de redonner à voir ces logiques de frontières. Alors pour tenter d'illustrer ça, je vais essayer de présenter rapidement quelques éléments de travaux qui sont les miens. D'abord sur ce qu'on appelle désormais le harcèlement de rue. Ensuite sur la question, un terrain beaucoup plus récent que j'ai fait sur la prise en charge des violences subies par les personnes travailleuses du sexe en France. Et puis un travail qui est un immense chantier sur la prise en charge pénale des violences sexuelles à Genève. Donc premier exemple, cette question du harcèlement de rue, en fait au début des années 2000, je me suis intéressée à une question qui avait été posée par les militantes féministes, mais qui n'intéressait ni les pouvoirs publics ni la recherche, et qui était la question des violences à l'encontre des femmes dans les espaces publics. Et donc mon travail, à la suite notamment de géographes et de sociologues féministes, notamment anglo-saxons, a consisté finalement à mettre en évidence la dimension sexuée de ces espaces publics, la dimension sexuée de la mobilité, en insistant notamment sur les expériences que font les femmes des violences dans ces espaces spécifiques que sont les espaces publics et le rôle que jouent ces violences justement dans les assignations spatiales, dans les assignations sexuées. Et donc je montrais
par rapport à un problème qui n'avait pas été tellement discuté, eh bien l'invisibilisation, la naturalisation des liens entre féminité, espace public et danger, hein, cette idée finalement que ces espaces étaient dangereux pour les femmes et puis que ça allait de soi. Et puis tout change en fait 10 ans après, puisque dès la moitié des années 2010, eh bien, ces pratiques que je décrivais à l'époque eh bien, ont désormais un nom, hein, puisqu'on parle de harcèlement de rue. Elles font l'objet d'articles dans des journaux, dans des revues, dans des magazines, mais aussi dans des journaux plutôt renommés comme Le Monde. Il y a des débats, il y a des actions publiques, des zones sans relou, des slut walks. Et donc, cette thématique, hein, qui était quasi invisible, fait l'objet d'une publicisation encore jamais vue jusqu'ici, et surtout d'un consensus, hein, alliant la gauche et la droite, éventuellement même, hein, des partis généralement assez peu enclins à défendre les droits des femmes. Et donc je me suis demandé, hein, comment se faisait-il comment est-ce qu'on pouvait expliquer, hein, l'émergence de cette question comme un problème public, c'est-à-dire un problème sur lequel tout le monde était d'accord, hein, qu'il fallait agir, un problème sur lequel tout le monde était d'accord que c'était intolérable, hein, quand 10 ans auparavant tout le monde faisait ouais bof, c'est normal, etc. Et donc je me suis demandé sous quelle forme cette question réémerge-t-elle, quels sont les enjeux que cela soulève, et puis on va le voir, hein, ces objets sont justement définitionnels bien sûr, mais aussi intersectionnels. Et donc je me suis intéressée dans un premier temps aux différentes formes de cadrage et de définition de ce problème, tout comme à la diversité des acteurs qui se mobilisent. Et donc, hein, je l'ai dit, cette définition du problème, ces enjeux définitionnels, tout comme la capacité à représenter, hein, le dit problème, eh bien, façonnent les frontières, hein, entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et donc ils permettent, hein, de définir des responsabilités, des solutions envisageables. Donc on a un premier cadrage, hein, qui, je dirais, c'est un cadrage en termes de droits des femmes, hein, années 1970-1980, en lien avec les revendications à l'encontre justement, on est au moment où on va légiférer en France sur les questions de violences sexuelles, donc la banalisation du viol. Eh bien, il y a toute une série de féministes qui vont dénoncer, hein, les normes sociales qui veulent que les femmes ne peuvent pas se mouvoir librement dans les espaces publics, qui soulignent, là encore, le fait que ce continuum des violences existe aussi dans ces espaces. Il va des sifflements aux autres remarques autour de l'apparence corporelle, hein, jusqu'aux violences sexuelles. Et donc, elles vont dénoncer, hein, la dimension avant tout masculine des espaces publics, espaces qui sont présentés avant tout, hein, comme étant mixtes et ouverts à tous. Et donc ces mouvements-là, hein, qu'on voit se mobiliser, hein, dans les années, justement au tournant des années 70 aux années 80, disparaissent relativement, hein, ou en tout cas sont beaucoup moins visibles dans les années 90. Et puis ils réapparaissent, hein, dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, avec des marches de nuit des femmes, astérisques, hein, donc déjà on voit des changements en fait dans la manière dont on représente, hein, qui sont les corps sexués, dans les slut walks ou dans le mouvement Hollaback. Et donc ce sont une manière de cadrer le problème en termes de droits des femmes, où c'est la culture, ce qu'on appelle la culture du viol, donc cette banalisation, hein, cette tolérance jugée trop importante à l'encontre du sexisme et des violences sexuelles qui est mise en avant, et cette idée, hein, que finalement cette question du droit à la ville, du droit à accéder, à utiliser les espaces publics est trop souvent mise à mal. Et alors ce cadrage-là, ce nouveau cadrage, il va être en fait concurrencé à partir des années 2010
par un cadrage que j'ai appelé un peu rapidement sécuritaire, avec une faute d'orthographe. Et donc, à partir de 2012, il y a un film qui va faire beaucoup de bruit, en fait. Une jeune documentariste, Sophie Peters, qui en fait fait un film de fin d'études, donc un film qui n'aurait jamais dû sortir, en fait, de l'espace d'éducation dans lequel il était, et qui va faire grand bruit. Et cette jeune femme, on le voit dans la première image en bas, elle filme ses déplacements dans un quartier populaire de la ville de Bruxelles, et elle rencontre des nombreuses remarques, intrusions qu'elle subit au quotidien quand elle se promène dans cette ville. Et donc, les autorités vont instaurer dans la foulée un délit de harcèlement sexuel, délit qui est fortement contesté, mais qui donc va exister. Donc on a en fait une forme de production institutionnelle qui va traiter de ce problème. Et alors la question de ce film, c'est qu'elle présente le problème, ou elle définit le problème du harcèlement de rue comme une pratique qui serait le fait de certains hommes racisés, certains hommes d'origine populaire, étrangère, de confession musulmane. Et elle va donner toute une série d'explications sur le fait que les hommes que les hommes musulmans, dans cette religion, la sexualité serait taboue, les jeunes hommes seraient frustrés sexuellement, d'où leurs assauts. Donc évidemment, ce sont des perspectives contestables sociologiquement, puisque c'est une perspective culturaliste qui présente la culture comme quelque chose qui s'imposerait par le haut aux personnes, et que ces personnes seraient incapables finalement de négocier aussi avec ces normes. Mais l'importance de montrer comment ce film, qui présente une définition spécifique du problème, eh bien, va contribuer à un débat assez important, à la fois sur la dimension transversale des violences envers les femmes, mais aussi sur un débat sur finalement qui sont les auteurs, un débat sur qui sont les victimes, et qui sont les victimes qui peuvent être entendues, qui sont les victimes qui peuvent dénoncer, qui peuvent être entendues, notamment avec des articles de jeunes femmes racisées qui disaient qu'elles, quand elles se font importuner dans les espaces publics par des hommes blancs en costard-cravate, c'est comme ça qu'elles les décrivent, eh bien, elles ont beaucoup plus de peine à être reconnues comme victimes. Donc l'intérêt de présenter cette seconde forme de définition du problème, qui a permis justement finalement, c'est de montrer que c'est parce qu'on a une concurrence de définition du problème, eh bien qu'on va voir se mobiliser des pouvoirs publics, et de souligner qu'au-delà de cette revendication en termes de droits des femmes, eh bien, il existe en fait des enjeux plus larges liés à la volonté aussi d'avoir des centres-villes sûrs, d'avoir des villes dont on peut dire que les touristes peuvent venir sans problème, d'avoir des centres-villes propres, débarrassés aussi des populations qui sont déjà constituées en fait comme étant des populations indésirables. Et donc ce souci pour la sécurité des femmes va être mobilisé pour légitimer en fait de la production d'espaces publics de qualité, dits de qualité, où les hommes des catégories populaires sont considérés comme des indésirables, tout comme certaines catégories de femmes, les vendeuses à la sauvette ou les travailleuses du sexe. Donc voilà toute cette question finalement qui montre cette concurrence de cadrage, et qui va permettre d'amener à certaines formes de consensus, et qui va permettre aussi de comprendre comment finalement des enjeux
plus larges que les seuls enjeux des droits des femmes, vont reposer aussi sur ces revendications qui ont pu être portées par des féministes, qui sont même portées, si on prend le cas de la ville de Paris, qui sont même portées par la ville de Paris, qui met en place une politique de genre dans les espaces publics. On le voit ici sur la dernière image, sur cette manière dont ces politiques de genre dans les espaces publics ou de lutte contre le harcèlement de rue, elles reposent également, et t'es bonne, donne-moi ton 06, elles reposent également sur le vocabulaire qui est utilisé par certaines catégories de la population davantage et qui ne sont pas peut-être ces hommes blancs en cravate dont parlaient ces jeunes femmes qui dénonçaient le fait qu'elles n'étaient pas audibles en tant que victimes. Donc cette complexification finalement de la question et cet intérêt de regarder ce double cadrage et qui permet de comprendre les enjeux définitionnels et puis aussi le fait que des questions qui n'avaient jamais intéressé les pouvoirs publics puissent aujourd'hui faire l'objet d'une attention si importante. Alors deuxième exemple dont j'aimerais parler, c'est cette question qui m'a amené justement à parler de ces politiques de lutte contre le harcèlement de rue à Paris, m'a amené également à m'interroger sur les violences subies par les personnes travailleuses du sexe, parce que finalement, cette enquête, elle m'a montré, alors par un détour tout à fait... parfois la recherche, c'est ça aussi, par un détour tout à fait bizarre, c'est-à-dire qu'ayant vécu très longtemps en Chine, j'ai beaucoup travaillé à Paris dans l'aide à l'apprentissage de la langue pour des personnes sans statut légal d'origine chinoise, que j'ai beaucoup travaillé aussi dans l'accompagnement aux soins pour ces personnes qui n'avaient pas accès aux soins, et que je me suis retrouvée à travailler auprès ou à accompagner des personnes chinoises travailleuses du sexe, et qui, ces personnes en fait, ont été amenées à partir des années 2010 à s'organiser en association, à écrire aussi aux gouvernements locaux, enfin en tout cas aux différents arrondissements à Paris dans lesquels elles travaillaient, pour dénoncer le fait qu'elles subissaient des violences, notamment de la part de policiers. Et donc évidemment cette question, ou en tout cas la réception de leur demande a été rejetée, sur le fait que ces femmes étant des travailleuses du sexe, elles étaient probablement également des personnes qui finalement profitaient de l'industrie du sexe, et elles ne pouvaient pas être des interlocutrices des pouvoirs publics. Donc cette enquête finalement sur ces questions de l'enjeu de genre, de la présence des femmes dans les espaces publics, et ce détour finalement par ce groupe de travailleuses du sexe chinoises m'a amené finalement à voir que la définition des violences qui était mise en avant était par ces pouvoirs publics, par ces politiques de lutte contre les violences de genre dans les espaces publics, était évidemment socialement située, et qu'il y avait toute une catégorie de femmes qui en étaient exclues. Et donc je me suis intéressée à la façon dont la question des violences faites aux travailleuses du sexe était prise en charge par les différentes associations. Alors peut-être juste dire que la question de la prostitution, vous le savez, elle a connu une forme de dépénalisation, puisque en 2016, une nouvelle loi est venue abroger le délit de racolage pour au contraire verbaliser les clients et l'achat de services sexuels. Et dans une perspective issue du féminisme, une perspective qui est dite abolitionniste, cette loi repose sur la conviction que la prostitution constitue une violence faite aux femmes, un obstacle à l'égalité et une atteinte à la dignité humaine. Et donc c'est inspiré d'un modèle suédois
En France, il y a eu un extrêmement fort lobbying de femmes politiques, notamment du Parti socialiste et du Parti communiste. Et donc, la loi se présente comme une loi qui vise à lutter contre ce qui est appelé le système prostitutionnel et qui vient apporter un soutien aux personnes concernées, une manière en fait de protéger les femmes de l'exploitation et de la traite. Donc ce n'est plus la prostitution qui est pénalisée, mais c'est l'achat de services sexuels avec des amendes qui peuvent aller en cas de récidive jusqu'à 3 750 €. Les clients pénalisés se voient obligés de suivre des formations, des cours de sensibilisation à ce que c'est que les réseaux de traite, sur les réseaux de prostitution. Et puis la loi prévoit d'accompagner les personnes qui veulent sortir de la prostitution. Et donc, selon les cas, ce programme peut permettre en fait d'accéder à un permis de résidence de 6 mois, la possibilité d'avoir une allocation mensuelle de 340 €, à condition de ne plus s'adonner à la prostitution. Et cette dimension conditionnelle, ce respect des engagements est très importante, puisque l'entrée, le suivi et le renouvellement de ce parcours sont conditionnés justement au fait que les personnes qui en bénéficient ne doivent plus s'adonner à la prostitution. Alors, si les tenants de cette loi dénoncent aujourd'hui sa mauvaise application, 6 ans après son instauration, eh bien, les associations que j'ai rencontrées, qui travaillent auprès des travailleuses du sexe et qui essayent de mettre en place justement de réseaux de prise en charge des violences qu'elles peuvent subir dans le cadre de leur activité, eh bien, au contraire, elles disent que finalement, cette loi n'a fait que renforcer la criminalisation, n'a fait que renforcer le stigmate et n'a fait que renforcer l'exposition de ces personnes aux violences. Et le constat, il est vraiment sans appel de la part de toutes ces associations, sauf une, que les violences à l'encontre des travailleuses du sexe ont augmenté depuis la pénalisation des clients. Et donc tout de suite, vous le voyez dans le rapport de Lebaille et Giametta, finalement, ces associations, elles ont dénoncé les limites de cette loi qui, sous couvert de protéger les femmes considérées comme vulnérables, renforçait simplement leur exposition aux violences. Et donc, du fait, par exemple, que faute de clients, elles ne peuvent plus choisir entre ce qu'elles appellent les bons et les mauvais clients, et donc elles sont davantage exposées, il y a plus de concurrence, donc elles se sentent, elles ne peuvent pas refuser, par exemple, une passe, et puis surtout sont mis à mal aussi les réseaux plus traditionnels d'entraide, de sécurité, de contrôle mutuel, qui leur permettent aussi de se garantir mutuellement une certaine forme d'auto-organisation. Évidemment, ça dépend aussi des conditions de travail, de où on travaille, etc. Mais beaucoup de recherches dans d'autres pays insistent également dans la même veine sur les effets en fait que va avoir une criminalisation, même par la marge comme celle-ci, sur les violences, et puis le fait que finalement ça ne fait que augmenter leur stigmate. Alors, le fort taux d'incidence des violences que subissent ou que peuvent vivre les travailleuses du sexe est quelque peu paradoxal, alors que ces violences sont souvent présentées comme évidentes, en lien justement avec le fait qu'elles passent beaucoup de temps dans les espaces publics, qu'elles sont amenées à rencontrer des personnes qu'elles ne connaissent pas, eh bien elles ne font pas pour autant l'objet d'une attention particulière. Elles entrent rarement dans l'agenda des politiques publiques de lutte contre les violences. Et de façon un peu paradoxale, c'est la perspective abolitionniste, centrée sur l'idée que la prostitution est une violence qui en fait exclut
les travailleuses du sexe de ces mêmes programmes de lutte contre les violences, puisque la condition pour être suivie, c'est de sortir de la prostitution, ce qui n'est pas toujours une volonté, mais ce qui n'est pas toujours possible, notamment parce que les conditions pour ce faire manquent, puisque ces femmes sont souvent des étrangères sans statut légal, qu'elles n'ont pas accès à différents types d'emplois. Et puis, donc, on voit bien comment, en tout cas, ce terrain, c'est vrai qu'en relisant Crenshaw à ce moment-là, c'est vrai que cette question de l'intersectionnalité structurelle, tout d'un coup, m'est apparue comme étant vraiment essentielle, puisque ça fait écho vraiment à ces analyses, puisque si toutes les travailleuses du sexe ne sont pas des personnes racisées, elles sont souvent en commun d'avoir une trajectoire migratoire où les considérations d'ordre économique, l'accès à l'emploi, au logement, aux soins, contribuent largement à déterminer leur expérience vis-à-vis de la violence. Et donc, leurs trajectoires, elles sont déterminées au contraire par des politiques migratoires, par des politiques de reconnaissance des diplômes pour les étrangères, qui vont avoir une incidence évidemment. Et donc, le constat des associations, il est vraiment radical. Il y a un clivage idéologique, en fait, qui prend en otage les travailleuses du sexe et paradoxalement leur dénie l'accès aux droits sous couvert justement de promouvoir les droits des femmes. Donc on voit se dessiner ici, là encore, des figures légitimes de bonnes victimes auxquelles les TDS, comme l'a montré Milena Jaksic, ne pourraient correspondre que sous conditions. Ça va ? J'ai bientôt fini. Et donc, dernier exemple de ces questions, c'est une recherche qui concerne en fait la prise en charge pénale des violences sexuelles à Genève. Et c'est une enquête que j'ai commencée il y a 5 ans maintenant avec 2 juristes, Cécile Grezet et Stéphanie Pérez-Rodrigo, et on s'intéressait en fait à la déperdition, si on peut l'appeler comme ça, des victimes de violences sexuelles dans la chaîne pénale, c'est-à-dire ce décalage qui existe entre le taux de violence sexuelle qui est relevé dans les grandes enquêtes en population générale, le taux de plaintes effectives et puis le taux de condamnation des violences sexuelles. Vous avez sans doute en tête ce schéma qui est présent ou qui était présent sur le site du secrétariat des droits des femmes, dans lequel on avait vraiment ce schéma, on avait 100 personnes victimes, 10 personnes qui portent plainte, et une personne condamnée. Donc vraiment cette question d'essayer de comprendre comment ces questions se posent. À Genève, et tout est parti en fait du fait qu'à Genève, ils disaient mais nous c'est pas comme en France, nous tout se passe très bien, la question des violences sexuelles ne pose aucun problème dans la chaîne pénale. Et donc on veut s'intéresser aux différentes étapes des parcours d'une personne adulte qui dénonce en fait les violences sexuelles, au niveau des associations de prise en charge, au niveau des hôpitaux, quelques entretiens avec la police, mais pas plus, le ministère public surtout, donc ministère public qui est en fait chez vous le juge d'instruction et le tribunal. Et donc on a travaillé sur les dossiers d'association, sur les dossiers du ministère public, sur les dossiers du tribunal pénal pour les années 2010 à 2017. Et donc, on a aujourd'hui une somme absolument conséquente de données, puisqu'on a eu accès à tous ces dossiers qui étaient à la fois dans les associations, au ministère public et au tribunal pénal. Et donc, notre idée, c'est d'avoir 3 axes. Comparer d'abord les caractéristiques des violences sexuelles
qui sont rapportés ou traités par les différents acteurs, associations, police, justice, en s'intéressant justement aux caractéristiques sociales des mises en cause et des victimes, ainsi qu'au type de relations qu'ils entretenaient au moment des faits. Est-ce que c'était des conjoints, des relations professionnelles, ou de services, des inconnus. Deuxième axe, mieux comprendre les logiques spécifiques, les représentations de chaque intervenant, et notamment la façon dont ils définissent les violences sexuelles. Évidemment, eh bien, on a des différences entre la justice qui s'en tient à ce qu'elle qualifie, enfin, au texte de la loi, ou dans les associations qui définissent ces violences comme la parole des victimes, avec la parole des victimes qui est presque sacralisée. Et puis, dernier élément, analyser les processus de qualification pénale, justement, et les diverses logiques sociales qui interfèrent. Alors, les premiers résultats de l'enquête, ils ressemblent beaucoup à ce que, d'ailleurs, le travail d'Océane était très important pour nous, ils ressemblent beaucoup à ce que tu as pu mettre en évidence, et c'est la façon dont, justement, en fait, on voit des biais dans la chaîne pénale, puisque cette qualification de violence, elle varie en fonction de la caractéristique sociale des auteurs. On retrouve en fin de chaîne pénale en Suisse principalement des personnes étrangères parmi les prévenus, alors que notre travail dans les associations, même si en fait les données sont manquantes, montre que la variété des agresseurs est beaucoup plus large. Et puis, elle montre également que eh bien, la qualification pénale va aussi dépendre du type de violence sexuelle, puisque, en fait, comme le disait le vice-procureur que j'avais pu voir au tout début de l'enquête, tout allait très bien en Suisse. Effectivement, si vous avez été agressé par une personne inconnue dans les espaces publics et que la police a pu retrouver cette personne, la justice est extrêmement efficace, mais qu'elle l'est beaucoup moins, quand il s'agit d'une personne connue, un conjoint, un ex-conjoint, ou quelqu'un avec qui on a eu des potentielles relations de séduction, puisque là, les questions sont directement classées ou elles font l'objet d'un acquittement, relevant de ce qu'on a appelé un consentement extensif. D'autres ont appelé ça la présomption de consentement. Mais donc, cet intérêt pour nous, par exemple, d'avoir pu mettre en évidence la façon dont cette question... Alors, la définition pénale des violences sexuelles en Suisse est assez particulière, puisque seules les femmes peuvent être violées, mais également puisque l'application de la contrainte, il faut une contrainte et une pression extrêmement forte. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que la question de la contrainte et l'interprétation de la contrainte, eh bien, elle est largement liée à des représentations sur le couple et la famille, mais également sur des représentations, ou en tout cas sur une certaine manière d'appliquer le droit. Et donc ce qu'on observe, c'est que dans les cas de violences sexuelles, dans des couples pour lesquels la violence conjugale a été reconnue et a même été qualifiée pénalement, eh bien, les juges vont reconnaître la violence physique, cette violence qui peut être établie à l'aide de photos, de comptes rendus médicaux, mais ils ne vont pas reconnaître en fait le climat de violence comme suffisant pour expliquer la contrainte et les violences sexuelles. On le voit dans cette décision que j'ai citée ici. Donc la régularité des coups, les menaces récurrentes, parfois de mort, ne suffisent pas en fait pour ces juges à qualifier la contrainte, quand bien même la victime en fait explicite clairement qu'elle ne pouvait pas résister parce qu'elle avait peur de son ex-conjoint dont elle connaissait les accès de violence. Donc, il me semble, et c'est quelque chose qui est très important, ce climat général de violence qui amène dans ce cas précis à la séparation,
ne va pas être considéré comme un climat de contrainte et donc permettre de qualifier le viol, mais le fait que certains rapports sexuels aient pu être consentis par le passé, ou en tout cas qu'elle n'avait pas vraiment, qu'elle avait pu à certains moments refuser d'autres rapports sexuels, eh bien semble suffire à légitimer du doute quant aux violences sexuelles. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, dans la suite de ce travail, pour l'instant, on a vraiment avancé plutôt sur les dossiers du tribunal, mais on travaille maintenant sur les dossiers, enfin, on a fait toute la récolte de données sur les dossiers du ministère public. C'est d'essayer de comprendre justement cette multiplicité de logiques et les formes de tension et d'ambivalence qu'on peut y voir, notamment sur les représentations de la famille, puisque des chercheurs, mes collègues Géraldine Brown, Thierry Delessert et Martha Roca, qui ont travaillé sur justement les débats parlementaires qui ont eu lieu dans les années 90 à propos de la reconnaissance des viols conjugaux, ont montré comment les perspectives sur la préservation du mariage, sur la préservation de la famille, avaient été extrêmement importantes, puisque la peur que la famille soit finalement mise en cause par l'extension des droits à l'autodétermination et au consentement aux relations sexuelles des femmes mariées était omniprésente dans ces débats. Et donc, sans formellement être dite comme telle, cette préservation de la famille, elle semble un élément clé sous-jacent, mais elle probablement qu'elle s'articule justement avec une forme de logique pénale, une logique casuistique du droit, où c'est le cas, c'est la situation spécifique qui va être considérée et qui va contribuer à une forme de symétrisation, de neutralisation des rapports de pouvoir, notamment des rapports de pouvoir dans la famille, notamment lorsqu'il s'agit de violences sexuelles entre conjoints ou entre ex-conjoints. Je m'arrête là pour cette enquête qui est de toute façon un vaste chantier. Et puis, pour terminer, donc il me semble que cette idée de continuum, elle reste essentielle pour justement ne pas symétriser les violences, pour les considérer comme... pour ne pas les considérer justement de façon situationnelle, mais bien comprendre le contexte dans lequel elles se mettent en œuvre. Et puis, ils permettent, ce concept, de rendre compte de la dimension structurelle des rapports de pouvoir, de leur rôle dans le maintien de l'ordre sexué. Pour autant, cette perspective, elle ne doit pas nous empêcher aujourd'hui de saisir justement la multiplicité des logiques, les ambivalences, les paradoxes, les expériences contrastées, tout comme les ressources dont disposent les différentes personnes en fonction de leur situation matérielle. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.